RCF. Bonjour. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons dans cette émission consacrée au patrimoine nous porter à l'extérieur de la Charente-Maritime, rassurez-vous, aux confins de la Charente-Maritime. Oh, pas très loin, puisqu'il s'agit de Fontenay-le-Comte. Une ville qui, historiquement, culturellement et même géographiquement, a de fortes affinités avec l'Aunis et La Rochelle. Rappelons pour mémoire que la Vendée qui arrose Fontenay-le-Comte se jette dans la Sèvre orientaise tout près de Maran et que Maran comme Fontenay-le-Comte étaient constitués des ports d'éclatement du trafic maritime qui approvisionnait La Rochelle. Nous nous rendons donc à Fontenay-le-Comte et plus précisément au château de Terre-Neuve, une résidence privée ouverte cependant à la visite. Pour nous en parler, pour évoquer ce patrimoine limitrophe au nôtre, j'accueille aujourd'hui William Chevillon, médiateur culturel, et que vous auriez pu tous rencontrer si vous vous étiez donné la peine de vous rendre à Terre-Neuve cet été. Bien, alors William, bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord pourquoi le nom de Terre-Neuve pour ce château ? Alors c'est assez original, ça n'a pas de lien avec Terre-Neuve en Amérique du Nord par exemple, on peut y penser. En réalité, le château il a été construit par un certain Nicolas Rapin, qui était grand prévôt de la connétablie de France, c'est-à-dire entre ministre de la guerre et ministre de la justice pour les rois Henri III et Henri IV. Et Nicolas Rapin a obtenu des titres de noblesse. Donc il a fait anoblir la terre qu'il a reçue. On est passé du statut de terre de campagne à terre de château. Donc quand on parle de Terre-Neuve, c'est en lien avec ce changement de statut à la fin du XVIe siècle. A-t-il obtenu son titre de noblesse parce que il avait les fonctions municipales sur Fontenay-le-Comte ? Alors, il a eu des fonctions municipales. On anoblissait les échevins. Bien sûr, il a eu des fonctions municipales à Fontenay-le-Comte, destituées par les protestants, puisque le Fontenay a été très marqué par les guerres de religion. Oui. Ce qu'il est important de préciser, c'est que Nicolas Rapin est resté fidèle au pouvoir royal, quel que soit le roi. Nicolas Rapin était très catholique, il est resté fidèle à Henri IV, roi d'origine protestante. Il a même coécrit la satire Ménippée, qui est un texte qui soutenait Henri IV face à la Ligue catholique. Donc finalement, Nicolas Rapin a obtenu ses titres de noblesse et a pu faire anoblir sa terre en lien avec sa fidélité au pouvoir royal. D'accord. Alors, donc c'est lui qui donne un peu ses lettres de noblesse, si j'ose dire, à la terre neuve, hein. Et alors, présentez-nous un peu ce château qui est contemporain de Nicolas Rapin. Alors c'est un château qui a été construit dans les années 1590, donc à la toute fin du XVIe siècle, ouais. Après les guerres de religion. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un château qui est assez ouvert sur l'extérieur dans sa conception initiale, mais néanmoins avec des éléments de fortification, au cas où un nouveau conflit arriverait. Ouais. Et le château de Terre-Neuve va vite avoir un rôle politique important, puisque Nicolas Rapin va y accueillir par exemple le poète Agrippa d'Aubigné ou le duc de Sully, grand ministre du roi Henri IV. Donc ça fait partie des lettres de noblesse, je dirais, de Terre-Neuve dès le XVIe siècle, mais c'est une histoire qui ne va pas durer très longtemps puisque le château va devoir être vendu et en 1701, il y a une congrégation religieuse qui s'installe, donc c'en est fini de la famille de Nicolas Rapin et d'un usage, on va dire privé du château. Ouais. Mais que vous dites une congrégation qui s'installe dans le château ? Une congrégation qui s'installe dans le château, c'est-à-dire qu'en réponse aux guerres de religion, des missionnaires sont envoyés dans pas mal d'endroits dans le Bas-Poitou, ce qui correspond à peu près à la Vendée actuelle. Et oui, là on est après la révocation de l'édit de Nantes. Hein. On est en 1701, donc au tout début du XVIIIe siècle. Des missionnaires lazaristes qui étaient déjà présents quelques années avant à Fontenay-le-Comte, mais qui prennent possession de Terre-Neuve. Ils viennent pour évangéliser la région, soigner les malades, récolter la vigne, etc. Donc avec les biens, bien souvent, avec les biens confisqués aux protestants, il y a le financement de l'installation de diverses congrégations religieuses. C'était le cas dans bien des endroits à Fontenay-le-Comte. Donc on est sur un contexte général un petit peu partout en Vendée. D'accord, donc je veux bien préciser que c'est un îlot de catholicisme dans un océan un peu de protestantisme, parce que la tradition de Fontenay-le-Comte est plutôt protestante quand même, hein. La tradition de Fontenay-le-Comte, la tradition d'une manière générale en Vendée, il y a tout le temps eu, sous l'Ancien Régime, un équilibre entre protestantisme et catholicisme. Et à partir Mais dans cette région quand même de Vendée, c'est plutôt les protestants qui dominent.
Je sais pas s'il domine réellement, puisque en lien avec l'arrivée à son poste de Richelieu, évêque de Luçon, donc c'est pas le diocèse concernant Fontenay-le-Comte, puisque Fontenay dépendait de Maillezais puis de La Rochelle. Il y a eu une présence catholique extrêmement importante dès le début du XVIIe siècle. La religion catholique a commencé à reprendre ses marques, je dirais, et le protestantisme petit à petit s'est éteint et a été complètement occulté. Mais il y avait une grande culture protestante encore au moment de la Révolution française. Revenons au château. Ce château donc a été édifié au XVIe siècle, hein, oui. On est bien d'accord. Mais lorsqu'il est édifié, c'est le seul château imposant, conséquent sur Fontenay, ou est-ce que, et pourquoi le choix de ce site? Je rappelle que le château est sur les coteaux qui dominent la rivière, en fait, hein, c'est bien ça? Oui. Alors le choix du site, il peut s'expliquer par plusieurs raisons. Le caractère peut-être dominant déjà face à la plaine, le fait qu'il y ait un terrain complètement neutre qui n'avait pas d'utilisation réelle jusqu'à présent, en dehors de quelques usages agricoles. Fontenay-le-Comte était une ville assez dense, mais Terre-Neuve n'est pas complètement excentrée par rapport à la ville, puisque Terre-Neuve se situe dans un faubourg, le faubourg du Puy-Saint-Martin, qui était très important dès le début du XVIe siècle, puisque l'écrivain François Rabelais, créateur de Gargantua, a fait une partie de son noviciat, donc ses premières années en tant que religieux dans le quartier. Donc c'est pas non plus un lieu complètement écarté de la ville. À l'écart. On est actuellement à 600-700 mètres à vol d'oiseau du centre historique de Fontenay-le-Comte, donc c'est vraiment pas très loin. D'accord. Donc, mais il y avait déjà un château. Il y avait un château médiéval à Fontenay avant. Alors il y avait un château médiéval. Il subsiste toujours sous forme de 2 mottes féodales, en plein cœur de la ville historique. D'accord. Fontenay-le-Comte est une ville qui était assez importante dès le début du Moyen Âge, puisqu'il y avait une corrélation entre un point de passage au nord du Marais Poitevin, une rivière, une butte un petit peu surélevée pour des fortifications et des sources d'eau potable. Donc à partir de ce moment-là, il y a une installation, on va dire, militaire et une installation civile. Et ce qui est important de préciser, c'est que Fontenay-le-Comte tient son nom du frère de Saint-Louis, le comte de Poitiers. Donc on est vraiment sur une histoire très ancienne. Ouais. Vous parliez de sources. Effectivement, il y a encore dans le patrimoine de Fontenay aujourd'hui une fontaine remarquable. Absolument. On a la fontaine des 4 tias pour 4 tuyaux, d'où sort l'eau en continu. Cette fontaine, actuellement, elle date de 1542. C'est la première fontaine, c'est probablement la première fontaine de style classique en France. Il y avait des fontaines auparavant qui se sont succédées à cet emplacement-là. Donc on est voilà sur un élément de patrimoine assez impressionnant, assez remarquable. On est quelques années, pour faire référence au patrimoine de Charente-Maritime, quelques années avant la construction de la fontaine qui est actuellement place du Pilori à Saint-Jean-d'Angély. Ah, d'accord. Voilà, c'est la même période à peu près, les années 1540. Je vous dis franchement, je regrette pas mon voyage à Fontenay-le-Comte. Hein. J'apprends beaucoup de choses avec vous. Bien, alors revenons à ce château de Terre-Neuve. Donc, quand il s'édifie, on a là vraiment un château très ostentatoire, remarquable. Alors très ostentatoire, je n'irai pas jusque là. Bon, ouais. On a quand même des caractéristiques assez proches du logis Poitevin. On reste sur un château, certes, qui a des dimensions importantes par rapport à ce qu'il pouvait y avoir dans la région à ce moment-là, mais un château avec des décors assez sobres, un mobilier dont on sait qu'il n'était pas forcément extrêmement riche. On restait sur des coffres, des choses assez simples. Voilà, Nicolas Rapin n'avait pas nécessairement tenu à faire quelque chose de trop ostentatoire, justement. On est dans un territoire qui reste un petit peu reculé, avec une architecture qui n'est pas toujours très développée. Sur les logis particuliers, Terre-Neuve était assez semblable au XVIe siècle à ce qui est également un autre hôtel particulier du centre de Fontenay-le-Comte, l'hôtel de la Sénéchaussée. Ouais. Donc on était sur un type de logis avec un plan en équerre, des façades assez sobres, des dimensions importantes, quelques tours de défense tout de même, et puis... Mais de belles ouvertures quand même, hein. Oui, on est déjà dans des bâtiments bien éclairés, bien agencés. Il y a quelque chose de renaissance même. Oui, il y a cet équilibre architectural de toute façon qui est caractéristique du XVIe siècle, mais voilà, sans ostentation excessive, etc. Nicolas Rapin n'avait pas forcément à la fois les moyens et l'intention de faire quelque chose d'excessif dans les décors. Alors, qu'est-ce qui rattache Fontenay-le-Comte et ce château en particulier à notre Charente-Maritime ?
Il y a plein de choses à raconter sur Fontenay-le-Comte et la Charente-Maritime. Alors déjà, allons-y, premièrement, pour ça. Faudrait pas oublier déjà que premièrement, Fontenay-le-Comte a offert un maire à La Rochelle, en la personne de Michel Crépeau, qui est né à Fontenay. Mais au-delà de ça, sur des aspects, on va dire, un peu plus historiques, plus anciens, on peut avoir des liens entre des châteaux comme Terre-Neuve et le château de Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime, puisqu'au début du XXe siècle, un certain Fulcanelli, alchimiste, en fait, plusieurs personnes sous pseudonyme, Fulcanelli écrit un livre sur les demeures philosophales, les demeures qui permettraient de trouver la transformation du plomb en or, de la recette pour l'immortalité par exemple. Et donc Fontenay-le-Comte, avec le château de Terre-Neuve, Dampierre-sur-Boutonne avec son château, font partie des lieux considérés comme alchimiques. Château de Coulonges-sur-Lotise en Deux-Sèvres également. Donc finalement, on a ce lien assez marqué, c'est-à-dire que on dépasse les frontières départementales pour un lien entre Fontenay et Dampierre-sur-Boutonne. D'ailleurs, on travaille avec le château de Dampierre assez régulièrement, donc c'est toujours intéressant de se dire que on n'est pas sur des frontières départementales, même sur le plan touristique, il y a des passerelles assez régulières. D'autant plus que les départements sont des créations eux-mêmes artificielles, à partir de provinces de l'Ancien Régime qui étaient fort différentes. Est-ce qu'on est encore dans l'Aunis on est dans le Bas-Poitou, ça c'est sûr, à Fontenay, mais est-ce qu'on est en Aunis à Fontenay-le-Comte ? Il y a des influences de toute façon qui sont assez perceptibles. Le Sud-Vendée de toute manière a une orientation, je dirais, culturelle assez marquée vers l'Aunis, tout comme par exemple le sud de la Charente-Maritime, vers Jonzac, va être assez tourné vers l'Aquitaine. Donc finalement, chaque département sur ses frontières va avoir des passerelles culturelles. Donc Fontenay est une ville à la fois vendéenne, une ville de l'Aunis. Il y a vraiment des caractéristiques assez communes à tous ces territoires. Pendant les guerres de Vendée, il est certain que Fontenay-le-Comte comme La Rochelle étaient des bases arrières des Bleus et leur sort était un peu lié face aux Vendéens. Alors Fontenay-le-Comte avait été renommé Fontenay-le-Peuple, ce qui est loin d'être anodin. Il y a quand même eu 2 batailles en mai 1793 à Fontenay-le-Comte. Ce sont les 2 seuls grands événements de la guerre de Vendée sur Fontenay. Mais c'est vrai que Fontenay avait une tradition très républicaine, peut-être liée également à ce côté protestant bien auparavant. Oui, tout à fait. On peut le penser. Alors je reviens à ces connivences entre le château de Dampierre et Fontenay. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que, bon, certes, on peut y reconnaître dans l'ornementation comme dans les choix sculpturales, on peut reconnaître quelques emblèmes alchimiques, mais ça n'en fait pas pour autant des châteaux très voisins, très cousins. Non, ils ne sont pas forcément très voisins. Ils datent à peu près de la même période, à quelques décennies près. On n'est pas forcément sur le même contexte, mais il y a des caractéristiques, je dirais, assez récentes qui se sont créées. Par exemple, 2 jeunes repreneurs à Terre-Neuve comme à Dampierre-sur-Boutonne. Terre-Neuve, c'est Guillaume du Fontenoux, le fils de l'ancien propriétaire qui a repris le château l'an dernier. Et Dampierre-sur-Boutonne, Guillaume Kins, donc conservateur des peintures espagnoles au Louvre, qui a pris possession du château, un bail amphithéotique, tout à fait. Et donc 2 jeunes repreneurs qui ont des projets communs, qui ont des visions communes également sur la gestion d'un monument historique, puisque ce sont des monuments privés, et donc il y a des exigences aussi de gestion qui doivent être assez claires. Donc c'est toujours important de voir que les châteaux travaillent ensemble, quelle que soit leur proximité ou leur éloignement géographique. Alors vous parlez d'un jeune repreneur à Terre-Neuve, parce que ça vient de changer de main, Terre-Neuve ? Alors il y a eu une transmission l'an dernier entre Henri du Fontenoux, le père, et Guillaume du Fontenoux, donc le fils. Donc une nouvelle transmission. Ça reste dans la famille alors. Ça reste dans la famille. C'est la même famille qui possède Terre-Neuve depuis 1805. C'est quelque chose d'assez ancien. En 1805, ça avait donc été racheté comme bien nationaux. Alors 1805, le château avait déjà été racheté en 1797 par un illustre inconnu, et en 1805, donc Claude Tendron de Vassé, qui deviendra ensuite maire de Fontenay-le-Comte, a acheté Terre-Neuve et l'a transmis dans la famille. Mais le nom a été changé au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a eu les Tendrons de Vassé au début du 19e siècle, ensuite les Rochebrunes, avec un grand personnage, Octave de Rochebrune, graveur et architecte, et puis maintenant c'est la famille du Fontenoux. Mais ça reste la même branche, c'est juste une transmission qui s'est faite par les filles qui ont perdu leur nom au fur et à mesure des mariages. D'accord.
Alors, faites-nous visiter un peu l'intérieur de ce château. Et puis, alors s'il y a quelques caissons au plafond ou quelques éléments justement alchimiques, vous nous les signalez. Donc, une des pièces majeures, je dirais, du grand du château, c'est le grand salon. Le grand salon, c'est une pièce qui était probablement la chapelle du temps où les prêtres étaient à Terre-Neuve. Ouais. La chapelle avait subi beaucoup de dégradations au fur et à mesure de l'histoire et de l'abandon du château après la Révolution. Finalement, le grand salon était complètement recomposé, je dirais, au XIXe siècle. Un des premiers éléments de recomposition du château de Terre-Neuve, c'est une cheminée alchimique qui ne provient pas de Fontenay-le-Comte. Elle est originaire du château de Coulonges sur l'Authis dans les Deux-Sèvres, Oui. qui est un château qui était 2 fois plus grand que Terre-Neuve, mais qui a été détruit aux 2/3 au XIXe siècle sous forme de carrière de pierre. C'est-à-dire que les habitants se servaient, même depuis le XVIIIe siècle, pour construire des maisons, faire les murs, les fondations, etc. Les pierres étaient vendues, et Octave de Rochebrune, personnage qui a possédé Terre-Neuve, lui s'est passionné pour les décors d'architecture, et il a eu l'idée de prendre les éléments de décor, de les déplacer pour les sauver. Donc la cheminée du grand salon, elle vient de Coulonges-sur-l'Authis. C'est un élément patrimonial qui a failli être détruit, qui heureusement a été C'était le Mérimée local avant l'heure. On peut considérer que c'était le Mérimée local, mais je parlais tout à l'heure en exemple de déplacement, pour prendre un exemple de déplacement de patrimoine, je parlais tout à l'heure de la fontaine du Pilori à Saint-Jean-d'Angély. Ouais. Cette fontaine du Pilori, elle n'était pas à Saint-Jean-d'Angély auparavant, elle était dans un château voisin, dont malheureusement j'ai oublié le nom, et la mairie au début du 19e siècle a envoyé une délégation collecter cette margelle de puits pour la déplacer à Saint-Jean-d'Angély, ce qui a permis de la sauver puisqu'il ne reste rien du château d'origine. Donc voilà, c'était des pratiques patrimoniales assez courantes, et à Terre-Neuve, il y a d'autres exemples avec, par exemple, toujours dans le Grand Salon, des boiseries qui sont originaires de la chambre de Louis XIV, qui se situe au château de Chambord. C'est-à-dire qu'après la mort de Louis XIV, Louis XV confie le château de Chambord au maréchal de Saxe, qui est un maréchal qui a voulu refaire, on va dire, la décoration à son goût. Il a fait enlever les boiseries, les a fait envoyer dans les greniers de Chambord. Et au XIXe siècle, ces panneaux prenaient encore la poussière dans les greniers. Donc Octave de Rochebrune les a sauvegardés en les incorporant à Terre-Neuve, quelques années avant une destruction probable, puisque avec la guerre de 1870, le château de Chambord est devenu un hôpital militaire et beaucoup de dégâts ont eu lieu à ce moment-là. D'accord. Donc on a cette sauvegarde du patrimoine qui va avoir lieu par Octave de Rochebrune de manière assez récurrente, à la fois des collectes sur des monuments extérieurs, mais également des réhabilitations, des restaurations un petit peu partout à Fontenay-le-Comte et en Vendée. Rappelez-nous les dates de Octave de Rochebrune, parce que Octave de Rochebrune, c'est important d'en parler. Oui. Il est né en 1824, il est décédé en 1900, donc une vie quand même assez longue, 76 ans. Ouais. Et Octave de Rochebrune, c'était un collectionneur, architecte, graveur, sculpteur, archéologue, etc. Il faisait beaucoup de choses. On connaît de lui même des vues en gravure en eau forte de La Rochelle. Vous avez actuellement des palissades qui sont au niveau de l'hôtel de ville, et il y a une représentation de l'hôtel de ville de La Rochelle par Octave de Rochebrune qui est exposé au public à l'extérieur. Donc ça fait partie des personnages... Là, actuellement. Ça fait partie sur les panneaux qui entourent le chantier. D'accord. Ça fait partie des personnages qui ont dressé, je dirais, un portrait presque photographique du patrimoine français au XIXe siècle. C'est le MAS du XIXe siècle par rapport... Alors je ne vais pas me risquer à faire des comparaisons de cet ordre-là. On a aussi beaucoup d'images de monuments... de châteaux, d'églises, d'équipements particuliers réalisés par le géographe du roi. Bien sûr, Claude Masse. Mais là, ce que vous dites à propos de Rochebrune, il y a une commune qui s'appelle Rochebrune d'ailleurs. C'est en rapport avec elle du côté de Pons. Oui, j'ai pas d'informations directes sur le lien entre Octave de Rochebrune et cette commune. Voilà. J'avoue que je ne suis pas forcément concentré là-dessus. En dehors de tous ses talents artistiques, ce côté conservateur, etc., il a exercé des fonctions officielles sur Fontenay-le-Comte, non ? Il a été maire de Fontenay-le-Comte. Il a été maire de Fontenay, oui. À 3 reprises. Il a beaucoup contribué, il a essayé de contribuer par exemple à l'arrivée du train à Fontenay-le-Comte, ce qui était un combat assez long, assez rude, et Octave de Rochebrune, au-delà de ça, il a restauré du patrimoine, fait préserver du patrimoine sur Fontenay-le-Comte. Donc c'est un acteur, on va dire, à la fois public dans sa carrière d'élu, mais également public sur ses actions dans l'intérêt général pour la préservation, la restauration du patrimoine.
D'accord. Et la question de la représentation du patrimoine un petit peu partout en France au XIXe siècle est assez importante, puisque Octave de Rochebrune donne souvent une vue de monuments qui ont pu subir des changements, des destructions, des évolutions majeures, etc. Donc on a vraiment un état des lieux du patrimoine français avec pas moins de 492 gravures. Donc c'est assez considérable. Où sont-elles détenues, la plupart de ces gravures? Alors, il y a des cuivres, des gravures qui sont, des cuivres pour les eaux-fortes qui sont présents au château de Terre-Neuve, évidemment, puisqu'une partie du fond a été préservée sur place. Il y en a au musée de Fontenay-le-Comte, par exemple. Donc, il y a des présences de cuivre un petit peu partout. Et les eaux-fortes en tant que telles, on en trouve dans quasiment tous les musées de France, je dirais. Quand on va au musée de Cluny à Paris, on voit une gravure d'Octave de Rochebrune qui montre l'hôtel de Cluny tel qu'il était au XIXe siècle, par exemple. Donc ce sont des vues assez courantes, un personnage artistique majeur au XIXe siècle. D'accord. C'est un apport iconographique et documentaire important pour les historiens, en tout cas. Oui, absolument. D'accord. Dites-moi, le château de Terre-Neuve est-il ouvert toute l'année? Est-ce que donc on peut profiter de accéder à sa visite toute l'année? Alors, voilà. Le château de Terre-Neuve, c'est un château qui jusqu'à présent, encore cette année, était ouvert du 1er mai au 30 septembre au grand public. Le reste 1er de l'année, mai, 30 septembre. Voilà, le reste de l'année pour les groupes sur réservation, etc. Okay, bon, ça s'est toujours fait. Et l'année prochaine, on s'oriente, le château s'oriente vers une ouverture plus large sur l'année, probablement dès la fin de l'hiver. Fin d'hiver, début printemps. Je peux pas donner de date exacte pour le moment, c'est un peu prématuré, mais le château serait ouvert davantage en avant-saison, notamment pour les vacances scolaires. Sachant que c'est un château qui a connu beaucoup d'évolutions dès cette année, puisqu'un musée a été créé à partir des collections d'Octave de Rochebrune et de la famille. Il y a 300 objets qui sont exposés. Ça va de la préhistoire au 19e siècle, donc des objets tels des armes, des pointes préhistoriques, une dent de mammouth par exemple, donc des choses assez diverses. Et puis ont également été créées cette année 2 nouvelles pièces dans le château, le bureau et la chambre d'Octave de Rochebrune. Et donc le public peut désormais voir pour la première fois depuis 1900 le lit d'Octave de Rochebrune qu'il a lui-même réalisé. Ah oui. Voilà, ça c'est loin d'être négligeable, puisque on se rattache avec le château de Chambord, avec cette histoire, puisque Octave de Rochebrune avait offert un lit au comte de Chambord après 1870. Et quelques années après, il a fait son propre lit sous le même modèle. Donc Celui qui ne voulait pas renoncer au drapeau blanc. Absolument. Voilà. Henri V qui n'a jamais eu son titre de roi. Oui. Mais alors, le château de Terre-Neuve n'est-il pas en partie occupé par ses propriétaires? Est-ce que c'est pas encore une résidence? Alors c'est un lieu de résidence à l'année. Le château est habité à l'année. D'accord. Le public visite des pièces qui sont habitées, qui sont habitables. Typiquement, le petit salon du château est une pièce dans laquelle il peut y avoir des réunions, des rencontres, etc. Et cette cohabitation entre les propriétaires et le public se fait sans difficulté? Il y a toujours nécessité de faire quelques ajustements, quelques limites dans les pièces, mais sans plus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le public comprenne réellement que le soir, dès que les visiteurs sont partis, les chaînes qui sont dans quelques endroits tombent et le château retrouve sa vie, son aspect habité. D'accord. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, le château va de plus en plus s'ouvrir au public. Vous avez de nombreux visiteurs chaque année ou pas? Oui, il y a un nombre de visiteurs qui est assez significatif sur le territoire. J'ai pas les chiffres en tête pour cette année malheureusement, mais on est sur un nombre de visiteurs qui est plutôt. C'est le monument le plus visité à Fontenay-le-Comte? Monument payant plus visité, c'est évident. Monument plus visité, c'est toujours compliqué puisque dans une église on rentre, on sort, etc. Donc l'église Notre-Dame est forcément un monument avec beaucoup de flux toute l'année, mais Terre-Neuve reste un monument locomotive pour Fontenay-le-Comte et le territoire. Alors une dernière question, est-ce qu'il y a eu longtemps un festival qui se déroulait à Terre-Neuve? Est-ce qu'il perdure ce festival? Alors le festival de théâtre, il se poursuit. Il avait été initié par le département de la Vendée et Henri Dufontenoux, donc le père du propriétaire actuel. Et ce festival se poursuit. Il a eu lieu au mois de juin cette année. Et voilà, quelques bonnes surprises, je pense, se préparent pour l'année prochaine. Voilà, alors ceux qui ne s'intéresseraient que modérément à l'architecture castrale en particulier pourront toujours se rattraper en s'intéressant à l'art,
au drame, à la dramaturgie, en allant à un de ces festivals de Terre-Neuve. William, permettez-moi de vous remercier. Je crois qu'on n'a pas épuisé le sujet. Non, il y a encore beaucoup à dire. Non, j'en suis à peu près persuadé. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir, pour une fois, fait une excursion vers ce sud Vendée ou ce nord Charente-Maritime. C'est une façon de voir. Voilà, je vous remercie très vivement et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.